Un dimanche en politique, c'est notre grand angle. Une semaine riche en actualité politique en France avec déjà cette première. Un ancien président condamné à de la prison ferme, c'est du jamais vu. Il s'agit bien sûr de Nicolas Sarkozy qui a décidé de se pourvoir en cassation. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Alors cette décision de justice, elle est vraiment inédite? Elle est en effet inédite. On a déjà eu des anciens présidents condamnés, mais à de la prison ferme, c'est une première. Et même si Nicolas Sarkozy ne fera pas un jour en prison, il faut voir qu'on est dans une peine inférieure à 1 an. Et donc, ce faisant, eh bien, on est sur des aménagements de peine, exactement. Malgré tout, d'un point de vue symbolique, c'est quelque chose de lourd. D'autant que derrière, il y a d'autres procès, notamment le procès Big Malion, où là, il y avait déjà eu une condamnation qui avait été prononcée. Donc, on peut s'attendre peut-être à de nouvelles condamnations pour Nicolas Sarkozy. Évidemment, il a fait un pourvoi en cassation, mais ce pourvoi de cassation, il est suspensif, mais fondamentalement, on ne touche qu'à des points de droit, on ne touche pas, je dirais, au contenu de la peine, exactement. Donc ce faisant, c'est quelque chose d'assez marquant et d'assez essentiel. Alors marquant et essentiel pour la vie politique française, pour Nicolas Sarkozy évidemment, mais aussi pour son camp. Oui et non, c'est-à-dire que évidemment, ça ne fait jamais du bien à l'électorat de droite d'avoir l'un des siens condamné, mais c'est un électorat qui a déjà en grande partie tourné la page de Nicolas Sarkozy. Il a tourné en 2 étapes. D'abord lors des primaires de 2016, où là évidemment c'est François Fillon qui l'emporte sur Nicolas Sarkozy, et surtout lors de la dernière campagne présidentielle, où le choix de Nicolas Sarkozy de ne pas soutenir explicitement Valérie Pécresse est très très mal passé, et chez les élus, et dans l'électorat. On a vu notamment lors de l'élection du président des Républicains que le soutien de Nicolas Sarkozy n'était pas vraiment attendu, qu'il n'était pas cherché, voire même qu'il était rejeté. Oui, alors on a vu qu'il avait été offensif, il y a ce pourvoi en cassation, il y a aussi dans les médias, avec cette déclaration dans le Figaro, je suis un combattant, la vérité finira par triompher. Vous dites que finalement ça n'aura pas de conséquences pour les Républicains, mais on a toujours l'impression que c'est quand même l'homme de l'ombre, le peut-être faiseur de roi serait peut-être un petit peu trop lui donner d'importance, mais il semble quand même avoir une place. Alors, il a eu ce rôle pendant des années de parrain de la droite, où en effet, la plupart des grands conflits au sein du parti se traitaient dans son bureau. Mais ces dernières années, c'est moins évident. Regardez par exemple la stratégie qui est la sienne, au moins depuis avant l'élection présidentielle, d'une union entre d'un côté l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, et de l'autre la droite. Sur ce point-là, il n'a jamais été tout à fait entendu. Les sarkozystes aujourd'hui sont assez minoritaires dans le parti, et même s'il peut avoir quelques leviers d'influence, ces leviers aujourd'hui sont principalement, fondamentalement écorné pour ce parti, à tort ou à raison, il incarne plus réellement l'avenir. Oui, et les soutiens n'ont pas été francs et massifs de la part des Républicains. Alors, très silencieux. Oui. Alors, sauf dans le journal du dimanche, effectivement, ça n'a pas été non plus la couverture, mais Olivier Marleix, président du groupe à l'Assemblée nationale, dénonce quand même un acharnement judiciaire. Donc voilà, c'était pour cette réflexion, effectivement, mais comme vous le soulignez, pour vous, ce n'est plus vraiment d'actualité pour les Républicains. Alors la droite qui passe à l'offensive, donc avec les 3 représentants qui sont là et bien là, et qui donc nous présentent leur plan contre l'immigration. Ils vont déposer 2 textes de loi cette semaine. En fait, ils veulent reprendre la main sur un sujet qu'ils pensent porteur et couper l'herbe sous le pied du Rassemblement national. Alors, à la fois couper l'herbe sous le pied du Rassemblement national, on a des projets de loi qui sont quand même relativement durs, entre guillemets, et de l'autre côté, surtout exister à côté d'Emmanuel Macron. Parce qu'il faut voir que ce qui arrive aujourd'hui aux Républicains et ce qui leur est arrivé notamment aux dernières européennes est assez marquant. Vous vous souvenez de François-Xavier Bellamy ? Vous avez une liste qui est plutôt dynamique, une campagne qui se passe plutôt bien, mais une liste qui finit comme peau de chagrin, tout bêtement, parce qu'une partie de l'électorat de droite va voter utile pour la liste La République En Marche, et une partie de l'électorat de droite va voter utile pour la liste au Rassemblement national, considérant que cet espace politique est pris en étau. Comment exister au sein de cet étau quand vous avez un électorat qui aujourd'hui n'a plus vraiment de fidélité partisane? Il faut trouver des thématiques, et ces thématiques, c'est à la fois le caractère très, rigoriste d'un point de vue économique, ce qui différencie aujourd'hui LR du RN, mais également la question migratoire qui semble différencier LR du gouvernement, d'autant que Gérald Darmanin a toutes les peines du monde à faire avancer sa loi immigration, et que donc ce faisant, un échec de sa part sur ce dossier signifierait pour LR une volonté de mettre en avant une forme de valeur ajoutée, ce à quoi LR se prépare. Donc 2 textes, un plan contre l'immigration plus dur, il le revendique. Il faudra passer par une révision constitutionnelle. Est-ce que c'est possible? Dans quel délai?
Alors, c'est très très improbable, tout bêtement, parce que lorsque vous avez une proposition de loi constitutionnelle, là on parle de ça, ça signifie forcément un référendum. Imaginez Emmanuel Macron, qui serait décisionnaire au bout du compte, soumettre un texte référendaire sur une proposition de loi LR sur l'immigration. Peu probable. Par ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui la situation politique, vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et clairement pas de majorité pour voter cette proposition de loi constitutionnelle. Ensuite, au Sénat, eh bien également, ça renacle un petit peu. Aujourd'hui, le Sénat n'est plus aussi uni qu'il a pu l'être. Or, pour faire passer une révision constitutionnelle, vous avez besoin que les deux chambres soient d'accord à la virgule près sur un texte. Aujourd'hui, évidemment, ça paraît totalement improbable et hors de question. Donc, pour le président de la République, lancer une réforme constitutionnelle, ce qu'il fera à terme, est déjà très probablement fondamentalement aléatoire et n'arrivera pas au bout. Pour un groupe parlementaire comme LR, qui tient une majorité relative au Sénat et un groupe charnière, mais malgré tout d'importance limitée à l'Assemblée, c'est quasiment impossible. Mais ce qui peut sembler compliqué, enfin, vous l'avez expliqué, c'est compliqué, mais en plus, là, ça irait à l'encontre de la législation européenne. Donc là aussi, on se demande, c'est vraiment un message qui est donné à leurs électeurs, c'est vraiment ce qui est la raison d'être de ce plan d'immigration? Alors là, déjà, le constitutionnaliste vous dirait qu'il y a un progrès, parce qu'on a passé toute l'élection présidentielle à dire, en fait, tout ce que vous proposez de soumettre à référendum n'est pas possible par référendum, tout bêtement, parce que la Constitution l'interdit. Visiblement, les politiques qui ne l'avaient pas tout à fait entendu à l'époque commencent à enregistrer le truc et se disent, va falloir faire une révision constitutionnelle pour pouvoir soumettre les textes à référendum. Dont acte. Mais en effet, au-delà de ça, ça contredit la législation européenne. Et si vous voulez, en termes de hiérarchie des normes, la chose est simple. Quand vous avez une loi qui contredit la législation européenne, que fait le juge? Eh bien, il écarte la loi. Il considère que la loi en question étant inférieure à la Convention, cette loi doit être écartée. Donc si vous faites voter une loi, fût-elle par référendum, qui est contre un traité européen, la réalité c'est qu'elle ne sert à rien. Et donc là, on voit qu'encore aujourd'hui, en matière d'hiérarchie des normes sur ce sujet-là, on a beaucoup d'effets d'annonce, mais que derrière, la possibilité de changer fondamentalement la donne n'est pas vraiment considérée parce qu'on est, en effet, vous l'avez dit, dans des signaux qui sont d'abord et avant tout politiques. Oui, surtout que le sujet est plus rassembleur, même au sein du Parti Les Républicains, plus rassembleur notamment que la réforme des retraites. Et oui, on va en parler quand même, parce qu'on en parle tous les dimanches. Alors, rencontre des syndicats avec Elisabeth Borne, c'était en début de semaine. Rendez-vous où les syndicats sont restés quand même fermes sur la question des retraites. Ils ont dit que c'était quand même une question très importante. Et le sujet revient à la une avec une proposition de loi qui vise à supprimer le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Un texte qui va être déposé par le groupe Liot. On en a beaucoup parlé et d'ailleurs ça a mis en péril la première ministre. Et ça sera déposé le 8 juin prochain. Je vous propose d'écouter Laurent Berger et Elisabeth Borne. On a commencé par le sujet des retraites. On a redit qu'il serait inacceptable pour nous que la PPL Liot ne soit pas examinée par le Parlement. Parce que c'est la première fois que le Parlement peut s'exprimer sur le sujet. On a été très clair, j'ai été très clair dès le départ. Je le redis, je pense que c'est assez irresponsable d'entretenir une confusion de ce type. Et évidemment, on souhaite, cette proposition d'abrogation est inconstitutionnelle. Je pense qu'il faut que chacun en soit conscient et que chacun prenne ses responsabilités en conséquence. Voilà une prise de position très ferme d'Elisabeth Borne. Elle a raison ou pas? C'est anticonstitutionnel? Alors, il faut d'abord faire un point pédagogique sur ce qu'est l'article 40 de la Constitution. Vous savez, chaque semaine, on en apprend un nouveau. L'article 40 de la Constitution, c'est un article qui est relatif aux irrecevabilités dites financières. Quand vous déposez une proposition de loi de la part des parlementaires, il faut que ça ne crée pas de coûts supplémentaires pour l'État. Si ça crée, vous comprenez bien que si on abaisse la retraite de 64 à 62 ans, ça crée des coûts supplémentaires. Si ça en crée, il faut arriver à gager ça, c'est-à-dire trouver une autre source de financement qui va permettre d'équilibrer les comptes. Et là, qu'ont fait les Liot, a priori, ils ont fait un grand classique qu'on trouve dans toutes les propositions de loi qu'on veut gager. Ils ont dit, si les taxes sur le tabac croissent, parce que plus de fumeurs, etc., ce sera gagé. Évidemment, c'est très hypocrite, mais tout le monde le fait. Donc après, la question qui se pose, c'est est-ce que le gouvernement et surtout la Commission des finances a envie de voir que c'est hypocrite ou pas? Souvent, pour des raisons politiques, tout le monde se masque les yeux et considère que si on va examiner la chose. C'est ce que peut faire la Commission des finances, Éric Coquerel, considérant que, après tout, on le fait souvent. Les LFI, exactement. Et donc, ce faisant, si jamais la Commission des finances le fait, ça peut passer, on peut avoir une discussion. Si jamais, en revanche, on est clair, net, à ce moment-là, il est évident que c'est plutôt inconstitutionnel. Mais beaucoup, encore une fois, de textes d'amendements passent alors qu'ils le sont. Donc, l'appréciation, même si on peut avoir une approche de constitutionnaliste, elle est d'abord et avant tout politique. Si Éric Coquerel dit oui, si son rapporteur général, Cazeneuve, dit non, à ce moment-là, il peut y avoir un bureau de l'Assemblée nationale qui tranche. Ce bureau, aujourd'hui, il est composé de telle façon que il n'est pas évident
que l'article 40 s'applique pour des raisons politiques, auquel cas il y aura débat. Donc on va en reparler effectivement de cette proposition de loi effectivement qui maintient la tension. Juste un mot pour terminer sur ce climat délétère. C'est vrai que cette semaine a été marquée aussi par ces affiches qui caricaturaient Emmanuel Macron en Adolf Hitler, avec une enquête pour injure publique, et aussi l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Ça a choqué la classe politique et on comprend pourquoi. Est-ce que c'est un marqueur de plus de la tension qui règne en ce moment? Et je ne parle pas de la démission effective du maire de Saint-Brévin. On vit un retour de la violence en politique. Alors cette violence, elle n'est pas nouvelle et elle n'est pas franco-française. C'est-à-dire que tout de suite on dit « Ah, c'est de la faute de l'opposition, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen » et de l'autre côté, non, c'est de la faute d'Emmanuel Macron, le 49 alinéa 3. Je rappelle quelques chiffres, il y a 2 députés qui ont été tués en Grande-Bretagne ces dernières années, un en Italie. On a aujourd'hui un retour de la violence un peu partout en Occident et les caricatures de chef d'État en Hitler, regardez les caricatures que faisait son opposition du général de Gaulle en mai 68 et même avant, c'est pas la première fois que ça arrive. Donc on sort d'une période politique extrêmement pacifiée. Je crains malheureusement qu'en effet on en sorte et qu'on doive s'attendre à de manière structurelle retrouver ce type de phénomène. Mais comment retrouver le calme? Ça va être la grande question des élus, du gouvernement, de l'exécutif. Est-ce que vous avez l'impression le maire de Saint-Brévin a été reçu par la Première ministre? Bon, elle ne l'a pas convaincu de ne pas démissionner. Est-ce que cette question est suffisamment prise au sérieux? Elle est prise au sérieux, mais encore une fois, elle n'est pas conjoncturelle. C'est-à-dire qu'on a quelque chose à faire, quelque chose de fondamentalement structurel qui touche tous les pays occidentaux. C'est lié à une crise de la représentation, c'est lié également à une modification des habitudes politiques, c'est lié également à la mise en visibilité de la violence, notamment à travers les réseaux sociaux, ce qui crée un effet de mimétisme. Donc je crains malheureusement que recevoir un maire, c'est bien. Soutenir un maire, c'est encore mieux. Dénoncer les attaques quand elles existent, c'est nécessaire, mais qu'en revanche, la solution, elle soit plus structurelle, elle soit plus profonde, et que donc, ce faisant, il nous faille bien des années pour la régler. Merci Benjamin Morel d'avoir participé à ce dimanche en politique. Merci et à très bientôt. Et merci pour cette petite leçon aussi de l'article 40. Voilà, on va réviser notre droit constitutionnel. Merci encore d'avoir été avec nous.